La Cyrénaïque est une région traditionnelle située à l'est de la Libye et dont le nom remonte à celui d'une province romaine sous l'Antiquité. En 1940, la Libye est une colonie administrée par l'Italie fasciste. C'est sur ce vaste territoire, plat et caillouteux, seulement ponctué par la présence de villes côtières, que va se dérouler, entre 1940 et 1942, ce qu'on appellera plus tard la guerre du désert, qui oppose les forces de l'Axe et les armées alliées. Et c'est lors de ces affrontements que va apparaître la figure du plus célèbre officier allemand de la Seconde Guerre mondiale, Erwin Rommel. Entré en guerre aux côtés de l'Allemagne nazie en juin 1940, Mussolini souhaite étendre son empire colonial. Il rêve de recréer l'empire romain antique qui contrôlait toute la Méditerranée. En septembre, profitant de la défaite de la France et de l'isolement de la Grande-Bretagne, bombardée par la Luftwaffe, l'armée italienne entre en Égypte sous protectorat britannique. Son objectif est le canal de Suez, dont la perte serait catastrophique pour les Anglais, coupant la voie entre la Méditerranée et l'océan Indien. Mais les Italiens avancent prudemment, ne progressant que de 80 km. L'armée britannique, pourtant très inférieure en nombre, décide de contre-attaquer. Leurs chars surprennent les défenses italiennes et le territoire occupé est repris en 5 jours. Le général O'Connor décide d'exploiter le succès. Il entre en Cyrénaïque et s'empare de la ville de Tobrouk sur la côte. Les Italiens se replient à toute vitesse vers leur base de Tripoli, mais O'Connor leur barre la route en coupant par l'intérieur des terres. Le 7 février 1941, la 10e armée italienne, totalement encerclée, doit se rendre. Les Britanniques souhaiteraient pousser vers Tripoli, mais Churchill leur demande d'envoyer des renforts vers la Grèce, attaquée par l'Axe. Les troupes s'arrêtent donc à la ville d'El Agheila. Paniqué, Mussolini supplie Hitler de lui envoyer de l'aide, craignant de voir la Libye tomber entièrement aux mains des Britanniques. Le Führer, absorbé par la préparation de l'invasion de l'Union soviétique, ne peut laisser les Anglais contrôler la Méditerranée et menacer son flanc sud. Il accepte donc d'aider le Duce. Un corps d'armée, fort de 2 divisions Panzer et d'1 division d'infanterie, se prépare à débarquer à Tripoli. À sa tête, un général de 49 ans, Erwin Rommel. Brillant officier supérieur, il a combattu lors de la Première Guerre mondiale, où il s'est distingué par son audace et son dynamisme, obtenant de brillantes victoires tactiques. Resté dans l'armée après la guerre, il a salué l'arrivée au pouvoir d'Hitler en 1933. Fils de professeur, il n'est pas issu de l'aristocratie prussienne dont Hitler se méfie. Ce dernier fait de lui un de ses protégés, lui obtenant de l'avancement et le commandement d'unités combattantes. Il participe à la campagne de Pologne, mais c'est en mai et juin 1940 qu'il se distingue à la tête de la 7e Panzer Division. Celle-ci fait partie des divisions blindées qui percent le front français à Sedan et foncent droit vers la mer, encerclant à Dunkerque les troupes alliées. La 7e Panzer poursuit sa chevauchée, traversant la Somme, entrant en Normandie, puis en continuant vers le sud. Ces mouvements sont tellement imprévisibles pour les Français qu'on la surnomme la division fantôme. Rommel, toujours au plus près du front, galvanise ses troupes. Après l'armistice, il reçoit la Croix de Fer pour sa brillante campagne. Si sa nomination à la tête d'un corps d'armée, baptisé Afrika Korps, ressemble à une promotion, elle est en fait due à la jalousie de certains officiers prussiens qui voient d'un mauvais œil l'ascension de ce général non issu de l'aristocratie. En le mutant vers une zone de combat peu suivie, il ne pourra se mettre en avant, à la différence des autres généraux qui comptent se couvrir de gloire lors de la prochaine campagne de Russie. Mais Rommel va vite les faire déchanter. À peine débarqué, il inspecte minutieusement le terrain du désert de Libye. Il se rend compte qu'il est idéal pour les chars de combat. Il y a peu de pistes, mais le terrain dur et rocailleux de la Cyrénaïque leur permet de se déployer au mieux. Il découvre également que les avant-postes britanniques qui lui font face sont peu équipés. Au mépris de tous les ordres, y compris de ses supérieurs italiens,
Sans même attendre que toutes ses troupes soient débarquées, il attaque les premières lignes ennemies le 24 mars. Se fondant sur la vitesse et la surprise, il les perce en 24 heures. Le 2 avril, il fait sauter le verrou britannique à Ajdabiya et entre en Cyrénaïque. Les Britanniques, surpris, tentent de contre-attaquer, mais Rommel les encercle au milieu du désert. Il fait prisonnier des milliers d'hommes, dont leur chef, le général O'Connor, créant la confusion au sein des troupes anglaises. Celles-ci se replient dans le désordre vers la frontière égyptienne. Pour Rommel, il ne reste plus qu'à s'emparer de la ville de Tobrouk. Mais à sa grande surprise, il se heurte à une très forte résistance. Les troupes alliées, dont une majorité d'Australiens, ont eu le temps de se retrancher très puissamment. Tous les assauts allemands échouent. Rommel sait qu'il ne peut poursuivre son attaque avec un tel nid de résistance sur ses arrières. Il stoppe son offensive après avoir parcouru plus de 800 km en 3 semaines. Il parvient néanmoins à déployer ses blindés dans le désert, qui repousse au mois de juin une contre-offensive britannique mal préparée. Dans le camp allié, on réalise qu'il va falloir engager des moyens considérables pour repousser l'Afrika Korps. Les unités sont renforcées et regroupées sous le nom de 8e armée. À sa tête, le général Auchinleck prépare minutieusement son plan d'offensive. Celui-ci se basera sur plusieurs attaques blindées venues de la frontière égyptienne, pendant que la garnison de Tobrouk effectuera une sortie en force. Le 18 novembre, les Britanniques commencent leur attaque avec des forces doubles de celles des Allemands. Rommel est surpris dans un premier temps, mais il réagit très vite. Menant la contre-attaque avec ses 2 divisions Panzer, il inflige de lourdes pertes en blindés aux Alliés. La maîtrise tactique des Panzers fait une nouvelle fois merveille. C'est un combat tournoyant dans lequel les Allemands ont largement le dessus. La garnison de Tobrouk, qui est parvenue à un temps à se dégager, est à nouveau encerclée. Mais début décembre, malgré ses succès tactiques, Rommel se rend compte que l'Afrika Korps est exsangue, ne disposant pas de réserves comme celles des Alliés. Les combats ont épuisé ses réserves de carburant, rester sur place est trop dangereux, l'Afrika Korps risque d'être encerclé. Il décide donc d'évacuer la Cyrénaïque. Le 16 décembre 1941, les forces de l'Axe se replient et atteignent leur base de départ, El Agheila. Mais c'est pour mieux rebondir. Après avoir stocké suffisamment de carburant, sans même attendre que ses renforts soient au complet, il repart à l'attaque. Rapidité de jugement, capacité de créer des situations nouvelles et des surprises, plus vite que l'ennemi ne peut réagir. Absence de dispositions arrêtées à l'avance, telles sont les bases de la tactique dans le désert. Le 21 janvier 1942, il bouscule à nouveau les Britanniques et reprend l'est de la Cyrénaïque et de son port, Benghazi. Le haut commandement allemand lui ordonne néanmoins de stopper devant Gazala. Il s'agit de monter une très grande offensive qui doit permettre aux Allemands d'entrer en Égypte, passer le canal de Suez, traverser la Mésopotamie puis l'Iran, afin de mettre la main sur les réserves de pétrole du Caucase et faire la jonction avec les troupes du front de l'Est qui se dirigent vers Stalingrad. Un plan démesurément ambitieux, à la limite des capacités logistiques de l'Afrika Korps, mais qui excite la combativité et l'énergie de Rommel. Celui-ci a déjà gagné son surnom de renard du désert. Ce sont les généraux britanniques eux-mêmes qui l'ont baptisé ainsi. Ils ne peuvent s'empêcher d'admirer cet officier exceptionnel, toujours sur la brèche, prêt à exploiter rapidement la moindre opportunité. Sa virtuosité tactique les bluffe. Et il va rapidement leur donner raison. En mai, il lance son attaque. L'infanterie et les Italiens attaquent au centre du dispositif anglais, pendant que les Panzers contournent les positions par le sud. Début juin, Rommel se heurte à la défense acharnée des Français libres à Bir Hakeim, prenant 10 jours de retard sur son planning. Cela ne l'empêche pas de prendre la forteresse imprenable de Tobrouk grâce à un spectaculaire coup de main. La 8e armée britannique parvient à s'extraire de justesse du piège, mais ses pertes sont très lourdes. Rommel est au sommet de sa gloire. Cette victoire retentissante lui vaut d'être nommé maréchal par Hitler.
Survolté, il décide de pousser son avantage et fonce vers l'Égypte. Il traverse la frontière et s'enfonce profondément dans le pays des pharaons. Au Caire, c'est la panique. On brûle les archives à l'état-major, les civils britanniques sont évacués. Rien ne semble pouvoir arrêter le renard du désert. Le général Auchinleck rame toutes les troupes disponibles au Proche-Orient pour renforcer la 8e armée. Churchill lui ordonne de couvrir à tout prix le port d'Alexandrie. Maintenant, les Allemands attaquent dans le désert. Il faut arrêter ces Huns. Le général Auchinleck décide d'établir sa dernière ligne de défense au niveau de la petite ville d'El Alamein, à moins d'une quarantaine de kilomètres d'Alexandrie. À cet endroit, le terrain est exigu, fermé au sud par une dépression qui empêche tout mouvement. L'étroite bande de terre jusqu'à la mer permet une défense resserrée. Rommel est conscient de l'état de fatigue de ses troupes, mais il décide d'attaquer le 1er juillet avant que les défenses de la 8e armée ne soient suffisamment étoffées. Les combats sont très durs, mais cette fois, les Alliés résistent avec acharnement, tenant chaque pouce de terrain. Rommel attaque à nouveau le 13 juillet, et rien n'y fait, la 8e armée tient ses positions. Manquant de troupes et de munitions, il finit par renoncer. Il demande des renforts à Berlin, mais l'essentiel de l'effort de guerre allemand est tourné vers la Russie. Il reçoit un minimum de matériel et de carburant, alors que les Britanniques accumulent le matériel dans ce secteur. Alexandrie est momentanément sauvée, mais cela ne suffit pas à Churchill. Il remplace Auchinleck par le général Bernard Montgomery, 55 ans. Celui-ci a pour mission de contre-attaquer et de détruire l'Africa Corps. Montgomery est l'exact opposé de Rommel. Prudent, méticuleux, soucieux du détail, il n'attaque pas avant d'avoir minutieusement préparé son plan. Il commence par interdire à ses officiers de parler positivement de Rommel. Il remonte le moral de ses soldats en leur rendant régulièrement visite et il vit comme eux sous la tente. Puis il décide d'accumuler un maximum de troupes et de matériel afin d'obtenir une supériorité numérique écrasante. Malgré la pression de Londres, il prend tout son temps pour établir son plan de bataille. De son côté, Rommel, surmené, s'affaiblit physiquement. Il souffre d'une diphtérie nasale et de troubles circulatoires. Épuisé par des mois de combat sans interruption, il commence à s'inquiéter. Les lignes de ravitaillement de l'Africa Corps sont démesurément allongées. Elles manquent de tout. Munitions, chars, carburant, vivres. Il sait que la 8e armée va bientôt attaquer. Il renforce comme il le peut ses défenses, puis s'envole pour Berlin. Avant d'être soigné à l'hôpital, il rencontre Hitler pour lui indiquer la gravité de la situation militaire. Mais celui-ci fait la sourde oreille, indiquant que rien n'est impossible aux soldats allemands. Les renforts envoyés sont dérisoires. Pour la première fois, Rommel, jusqu'ici si admiratif du Führer, commence à douter de lui. Il se rend compte que lui et son entourage vivent dans un monde de chimères, ils ne font qu'étudier les cartes sans connaître la réalité du terrain. Le 23 octobre, Montgomery lance son offensive. Rommel, encore en Allemagne, revient en urgence. Il tente de colmater les brèches dans son dispositif, mais la supériorité des Britanniques est écrasante. Montgomery lance une série d'attaques simultanées sur tout le front afin de le déséquilibrer. Il ne cherche pas la percée décisive, mais l'usure de l'Africa Corps. Pendant des jours, les Allemands et les Italiens résistent avec acharnement, mais leurs munitions s'épuisent. Rommel sait qu'il est au bord de la rupture. Il demande l'autorisation de repli à Hitler, mais celui-ci, furieux, lui ordonne de tenir sur place jusqu'au dernier homme. Abasourdi, le renard du désert est face à un dilemme. S'il obéit, l'Africa Corps sera détruite à coup sûr. Le 3 novembre, il prend ses responsabilités. Il désobéit à Hitler et ordonne la retraite vers la Libye. Entre-temps, il apprend le débarquement des Alliés au Maroc et en Algérie. L'Africa Corps est pris entre deux feux. Mais Rommel garde son sang-froid. Il parvient à se replier tout au long des côtes de la Cyrénaïque sans jamais être pris à revers par Montgomery grâce à son habileté tactique. Il doit abandonner Tobrouk, mais il réussit à sauvegarder l'essentiel de ses troupes. Le 29 novembre,
Il se rend à Berlin pour convaincre Hitler d'abandonner l'Afrique du Nord, mais ce dernier refuse, le couvrant d'insultes. Sous le choc, le renard du désert retourne en Libye. Ses doutes vis-à-vis du Führer se renforcent. Mais en bon soldat, il obéit. Il parvient à évacuer Tripoli, capitale de la Libye. Début janvier 1943, il est parvenu à la frontière tunisienne. Dans son dos, les troupes américaines venues d'Algérie le menacent, alors que les troupes britanniques de Montgomery le suivent de près. La situation est grave. Mais le renard du désert est encore capable de mordre. Il monte une opération audacieuse pour surprendre ses adversaires. Il laisse un mince rideau de troupes au sud pour contenir la 8e armée, puis il envoie ses divisions Panzer vers l'ouest, à la rencontre des troupes américaines. À la mi-février, à Kasserine, il surprend le 2e corps américain, à qui il inflige une cinglante défaite. Pour leur premier engagement face aux troupes de l'Axe, les soldats américains, encore mal préparés, sont sévèrement battus. Mais c'est le chant du cygne. Rommel ne peut plus contenir la pression de Montgomery au sud et doit se replier vers Tunis. À l'ouest, les troupes américaines sont reprises en main par le bouillon George Patton, un des meilleurs officiers de l'US Army. Le 8 mars, on lui ordonne de retourner en Allemagne, car Hitler craint que son général le plus populaire ne soit capturé. Rommel le supplie d'évacuer la Tunisie, mais là encore, Hitler refuse tout net. Le désastre ne se fait pas attendre. Le 13 mai, l'Afrika Korps doit capituler. 168 000 soldats sont faits prisonniers. Moins spectaculaire que la reddition de Stalingrad, elle est tout aussi grave. Une armée entière, composée de troupes d'élite, est détruite. Rommel est effaré. Cet incroyable gâchis, résultat d'une obstination démentielle, lui est insupportable. Hitler, qui s'en méfie de plus en plus, lui impose un repos forcé dans sa famille. Mais il sait aussi qu'il ne peut se passer de son meilleur général. En novembre 1943, il lui confie la défense des côtes françaises en vue d'un débarquement allié désormais inéluctable. Arrivé en France, il se rend compte de l'ampleur de sa tâche. Le front ouest est commandé par le maréchal von Rundstedt. Rommel commande le groupe d'armée B, qui couvre le front du Pas-de-Calais jusqu'à la Bretagne. Les deux hommes sont en désaccord sur la stratégie à suivre. Von Rundstedt pense qu'il est impossible de fortifier toutes les côtes. Il propose d'attendre le débarquement, puis de lancer une puissante contre-offensive avec les blindés tenus en réserve pour rejeter les Alliés à la mer. Mais Rommel est convaincu que la supériorité aérienne des Alliés empêchera la division Panzer de rejoindre rapidement le front. Avec son énergie coutumière, il ordonne un renforcement considérable du mur de l'Atlantique, convaincu que les premières 24 heures du débarquement seront cruciales. À ses subordonnés, il déclare « Si vous pensez qu'ils arriveront par beau temps, en empruntant l'itinéraire le plus court, et qu'ils vous préviendront à l'avance, vous vous trompez. Les Alliés débarqueront par un temps épouvantable en choisissant l'itinéraire le plus long. Le débarquement aura lieu ici, en Normandie, et ce jour sera le jour le plus long. » Le 5 juin 1944, il se rend en Allemagne pour fêter l'anniversaire de son épouse et réclamer à Hitler 2 divisions Panzer supplémentaires. Mais le lendemain, il apprend que les Alliés ont débarqué en Normandie. Il retourne précipitamment en France, mais il apprend que l'ennemi a établi déjà 5 têtes de pont. Et comme il le craignait, les premières divisions Panzer lancées en contre-attaque sont clouées au sol par l'aviation alliée. La situation se dégrade très vite pour les Allemands, qui ne parviennent pas à acheminer des renforts à cause des attaques continues de la résistance française. Rommel retourne auprès de Hitler et lui indique que la situation est grave et qu'il ne pourra pas retenir longtemps les Alliés. Il ose même lui suggérer de mettre fin à la guerre, l'Allemagne étant submergée sur tous les fronts. Fou de rage, le Führer traite Rommel de lâche et de défaitiste. Le renard du désert comprend qu'il a perdu tout contact avec la réalité. Ses dernières illusions à propos du dictateur s'effondrent. Entre-temps, il a eu vent de la conspiration des officiers pour éliminer Hitler. Il répugne à être complice de l'attentat, souhaitant plutôt qu'il soit renversé et jugé. Mais très vite, il comprend qu'il n'y a pas d'autre solution. Le 20 juillet 1944,
le colonel von Stauffenberg fait exploser une bombe au QG de Hitler en Prusse orientale. Mais l'attentat échoue, Hitler survit et le complot est déjoué. 3 jours plus tôt, Rommel a été grièvement blessé lors du mitraillage de sa voiture par un chasseur allié. Victime d'une fracture du crâne, il est évacué vers l'Allemagne. Il n'est donc pas inquiété au début, mais la Gestapo découvre petit à petit ses liens avec les conspirateurs. Pour Hitler, Rommel doit mourir. Mais pas question de juger et d'exécuter le héros de l'Afrika Korps. Le 14 octobre 1944, 2 généraux se rendent à son domicile. Ils lui indiquent que s'il se suicide, sa famille échappera à toute représaille. Rommel pense un moment qu'il parviendra à convaincre le peuple allemand devant un tribunal qu'Hitler mène son pays au désastre, mais il sait très bien au fond de lui que ses paroles resteront secrètes. Alors il monte dans la voiture des 2 généraux. Quelques minutes plus tard, il avale le poison qui lui est destiné. Lorsque son corps est amené à l'hôpital d'Ulm, un témoin affirmera que son visage exprimait le mépris le plus intense. Rommel fait partie de la légende des grands généraux allemands, aux côtés de Guderian, Manstein ou von Rundstedt. Mais le mythe d'une Wehrmacht au moins propre, qui n'a pas été complice des exactions et des crimes de masse de la SS, fait vite long feu. On découvre que ces brillants officiers ont largement couvert tous les massacres de juifs et de partisans, notamment sur le front de l'Est. Certains se sont même montrés complices et seront lourdement condamnés. Seul Rommel échappe à ce jugement. Il reste le renard du désert, ce remarquable général qui a mené la vie dure aux Alliés pendant plus de 2 ans grâce à son génie tactique. Il n'y a pas eu d'exaction durant le combat de la guerre du désert. Les prisonniers ont toujours été correctement traités, au point qu'un officier anglais affirmera que la 8e armée et l'Afrika Korps ont été plus adversaires qu'ennemis. Pourtant, certains historiens ont par la suite révisé ce jugement. Si Rommel n'a été coupable d'aucun crime de guerre, il est resté pendant longtemps un fervent admirateur de Hitler, à la différence des officiers prussiens qui le méprisaient. Et si ceux-ci ont été complices des exactions sur le front de l'Est, qu'en aurait-il été de Rommel s'il avait été affecté sur ce théâtre d'opération ? Il est peu probable qu'il se serait opposé aux effroyables directives de Hitler. Mais sa légende demeure, ainsi que celle de l'Afrika Korps. Une légende d'autant plus originale qu'elle a été forgée en grande partie par ses adversaires, qui ont eux-mêmes surnommé Rommel le renard du désert.